Il n'a jamais crié. Il n'a jamais écrit de mémoire. Mais Jean Ferrat a fait connaître ses sentiments, à travers les chansons qu'il écrivait, les scènes qu'il refusait, et les personnes auprès desquelles il refusait de se tenir. Il n'a jamais pardonné à l'ORTF d'avoir censuré Potemkin. Il ne s'est jamais réconcilié avec Jean d'Ormesson après l'éditorial du Figaro qui idéalisait Saïgon. Et il n'a jamais oublié comment le Parti communiste français avait détourné le regard lorsque les chars soviétiques ont écrasé Prague. Avant sa mort, Ferrat l'avait clairement indiqué, certaines trahisons ne pouvaient et ne devaient pas être pardonnées. Qui figurait sur cette liste? Et que révèle-t-elle de l'homme qui passa sa vie à refuser le silence? Pas de funérailles pour l'intransigeant. Jean Ferrat s'est éteint le 13 mars 2010 à l'hôpital d'Aubenas, en Ardèche, à l'âge de 79 ans. Malgré son statut de figure majeure de la chanson engagée, sa disparition n'a donné lieu à aucun hommage national, aucune cérémonie d'État, aucune commémoration télévisée. Aucun ministre n'était présent. Les grandes chaînes se sont contentées de brefs flashs d'informations. Si sa mort fut saluée avec sincérité par les journalistes culturels, les artistes et de nombreux anonymes, la République française, elle, est restée officiellement muette. Ses funérailles eurent lieu en toute discrétion à Entraigues-sur-Volane, le village où Ferrat avait choisi de vivre depuis plusieurs décennies. L'inhumation fut intime, dépourvue de protocole, en présence de villageois, de quelques amis de toujours et d'admirateurs fidèles. Pas de caméra, pas de discours, pas de mise en scène publique, juste un cercueil de bois, une tombe modeste et les murmures de chansons qui avaient autrefois galvanisé les foules. Mais cette absence de reconnaissance officielle n'était ni un oubli ni une surprise. Elle était, à bien des égards, conforme au refus constant de Ferrat de se compromettre avec les institutions politiques, les médias dominants ou les élites culturelles qu'il tenait pour responsables de trahisons historiques et morales. Pendant des décennies, il s'était volontairement tenu à l'écart des événements institutionnels, avait décliné les décorations officielles et refusé les invitations aux cérémonies, même celles consacrées à la chanson française. Son héritage reposait sur l'intégrité, pas sur les honneurs. Ferrat n'a jamais tenu de liste noire au sens strict. Mais tout au long de sa carrière, il a désigné clairement, par ses paroles, ses déclarations et ses silences, les figures, structures et idéologies qu'il ne pourrait jamais absoudre. Il n'avait pas besoin de crier. Il ne publiait pas de lettres ouvertes. Il écrivait des chansons, précises, poétiques, empreintes de conviction, où le sens était limpide, même lorsque les noms n'étaient pas prononcés. Cette intransigeance vient de loin. Né Jean Tenenbaum en 1930 à Vaucresson, il grandit dans un milieu modeste. Son père, Mnacha Tenenbaum, juif russe naturalisé français, fut arrêté par les autorités françaises en 1942 sous Vichy et déporté à Auschwitz. Jean avait 11 ans. Son père ne revint jamais. Ce traumatisme fondateur marqua toute sa vie. La conscience politique et morale de Ferrat s'est façonnée dans cette expérience précoce d'injustice d'État et de silence coupable. Alors que d'autres artistes d'après-guerre s'orientaient vers l'abstraction ou l'intime, Ferrat choisit d'ancrer son art dans la mémoire collective et l'exigence de vérité historique. Sa chanson de 1963, Nuit et brouillard, hommage aux déportés, devint l'une de ses œuvres les plus emblématiques et l'une des plus controversées. Intitulée d'après le terme nazi Nacht und Nebel, elle fut interdite d'antenne par l'ORTF, qui la jugeait trop politique et susceptible de rouvrir des blessures, dans un contexte de réconciliation franco-allemande. Pour Ferrat, ce n'était pas qu'une censure, c'était une forme d'amnésie organisée. Il dira plus tard, il ne voulait pas entendre parler des camps, non parce qu'ils avaient oublié, mais parce qu'ils se souvenaient trop bien. Et se souvenir, c'était affronter leurs responsabilités. Avec « ils étaient 20 et 100 », ils étaient des milliers. Ferrat ne se contentait pas de commémorer. Il exigeait une reddition de comptes, de l'État, des médias, d'une société trop prompte à édulcorer son histoire.
La mort de sa femme et compagne artistique Christine Sèvres en 1981 fut un tournant. Ferrat se retira progressivement de la vie publique. Il composa encore Ferrat 91. Je ne suis qu'un cri, mais il refusa de plus en plus les interviews, les plateaux télé et toute invitation qui ne garantissait pas un contrôle total sur le montage. Il déclina les invitations de TF1, France 2 ou Europe 1, estimant que ses positions politiques étaient systématiquement déformées. Il refusa aussi de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur, et n'accepta jamais de participer aux galas télévisés qui, selon lui, célèbrent les artistes mais effacent leur message. En 1988, sur France Inter, il lâcha « Si on ne m'invite pas à cause de mes idées, qu'au moins on ait l'honnêteté de le dire, qu'on ne fasse pas semblant que je n'existe plus. » À Entraigues, il trouva la solitude qu'il recherchait. Écrire, lire, partager le quotidien d'un village qui n'avait jamais essayé de l'instrumentaliser. Sa dernière apparition télévisée remonte à 2003, lors d'une émission rare consacrée à la chanson française. Quand on lui demanda s'il avait des regrets, il répondit calmement « Aucun, sauf peut-être d'avoir cru qu'on m'écouterait plus longtemps. » Ce qu'il laisse derrière lui dépasse largement un répertoire de 200 chansons. C'est une œuvre bâtie sur un refus, celui de pardonner les mensonges historiques, les injustices normalisées et la dilution politique. Son silence était un choix, une position morale. Après sa mort, selon sa volonté écrite, aucune cérémonie d'État ne fut organisée. L'hommage véritable vint du peuple. Ouvriers, professeurs, étudiants, militants, ceux qui avaient chanté « Ma France », « La montagne »,« Camarades », dans les rues et les combats. À Entraigues, le jour des funérailles, une vieille femme murmura à travers ses larmes « Il nous a donné du courage. Il n'a jamais cédé, même quand ça lui a coûté. » ORTF, l'institution qui a voulu le faire taire. Dans les années 1960 et 1970, l'ORTF, le diffuseur public contrôlé par l'État, censurait régulièrement les chansons de Ferrat. Trop directes, trop insoumises, trop dangereuses. En 1965, sa chanson Potemkin, célébrant la mutinerie navale russe de 1905, fut retirée d'une émission en direct. On lui demanda d'en chanter une autre. Il refusa et quitta le plateau. « On m'a demandé de me taire parce que la vérité dérangeait », dira-t-il plus tard. Ils n'ont pas censuré une chanson, ils ont censuré l'histoire. En 1968, Ma France fut interdite pour ses critiques envers le gouvernement durant les événements de mai. Ferrat dut attendre 2 ans complets avant qu'une chaîne ose de nouveau l'inviter. Puis vint 1975, un nouveau coup. Sa chanson explosive « Un air de liberté » fut coupée de l'émission spéciale Jean Ferrat pour un soir de Jacques Chancel. Sa cible, Jean d'Ormesson, alors directeur du Figaro, qui avait écrit un éditorial affirmant qu'avant sa chute, un air de liberté flottait encore sur Saïgon. Ferrat était furieux. Jean d'Ormesson, l'air de liberté qui puait le colonialisme. La colère de Jean Ferrat face à l'éditorial désormais tristement célèbre de Jean d'Ormesson dans le Figaro n'avait rien d'une posture artistique. Elle était intime, viscérale, profondément politique. L'article publié le 2 mai 1975, quelques jours après la chute de Saïgon, déplorait la fin d'un monde où là flottait encore un air de liberté. Ferrat, militant résolu de la décolonisation et opposant fervent à la guerre du Vietnam, n'y entendait pas du chagrin, mais du déni. Pour Ferrat, ce texte incarnait tout ce qu'il combattait, l'amnésie élégante de la bourgeoisie française, capable de verser une larme sur la perte d'un prestige colonial tout en oubliant les fleuves de sang versés par ceux qui luttaient pour leur indépendance. D'Ormesson, patricien héritier d'une lignée aristocratique, écrivait comme un homme regrettant l'effondrement d'un ordre raffiné, et non la souffrance du peuple vietnamien.
Ce qu'il pleurait n'était pas la liberté perdue, mais le pouvoir perdu. Ferrat répondit alors avec la seule arme qu'il maîtrisait, une chanson. Il concentra sa rage dans « Un air de liberté », un texte incandescent qui nommait d'Ormesson explicitement. Une rareté dans la chanson française, qui affectionne les métaphores. Mais Ferrat n'était pas d'humeur à suggérer. Ses paroles accusaient non seulement un homme, mais tout un système. Une presse conservatrice, une élite servile, une vision coloniale maquillée en littérature. La référence à Beaumarchais, figure de l'esprit critique et des Lumières, soulignait l'ampleur du reproche. D'Ormesson, selon Ferrat, trahissait l'idéal républicain. Les conséquences furent immédiates. Ferrat avait enregistré la chanson pour Jean Ferrat pour un soir, une émission de première partie de soirée sur Antenne 2. Le programme fut tourné intégralement. Mais lorsqu'il fut diffusé en novembre 1975, un air de liberté avait disparu, coupé sans avertissement. Antenne 2 reconnut avoir cédé aux pressions. D'Ormesson, outré, avait qualifié la chanson de diffamatoire, et en tant que directeur du Figaro, son influence n'était pas négligeable. Ferrat entra dans une colère froide, pas un éclat public, juste une phrase, sobre et glaçante, prononcée à l'antenne. La chanson s'appelait « Un air de liberté ». Je vous laisse juger. Plus tard, dans un entretien, il révéla l'étendue de son choc. Quand j'ai lu son éditorial, j'ai eu une réaction viscérale. 30 ans de lutte, de sacrifice, d'avoir vu le peuple vietnamien souffrir sous le napalm, tout m'est revenu, et lui ose parler de liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est la honte. Pour Ferrat, ce n'était pas un simple débat intellectuel. C'était une blessure rouverte, un rappel des protestations étouffées, de la vérité censurée et du blanchiment de la mémoire coloniale. Il ne pardonna jamais d'Ormesson, non parce qu'il divergeait, mais parce que d'Ormesson, à ses yeux, avait cherché à poétiser l'oppression, et que les institutions l'avaient laissé faire. Même dans la mort, l'asymétrie demeura. Lorsque d'Ormesson mourut en 2017, il eut droit aux honneurs nationaux aux Invalides, en présence du président Macron. Son cercueil traversa Paris avec solennité. Jean Ferrat, lui, fut enterré dans le calme d'Entraigues, sans faste, comme il l'avait voulu, mais aussi sans la reconnaissance nationale que beaucoup jugeaient évidente. La dernière réponse de Ferrat ne prit pas la forme d'un discours, mais d'un disque. Il publia la version intégrale et non censurée de Un air de liberté dans son album de 1975. Malgré son interdiction d'antenne, la chanson circula. Dans les manifestations, les réunions étudiantes, les cours de littérature. Aujourd'hui, elle demeure l'une des chansons contestataires les plus directes, courageuses et controversées de l'après-guerre, non parce qu'elle nommait un puissant, mais parce qu'elle osait nommer le prix réel du silence. Le Parti communiste, sa foi, puis sa désillusion. Bien que Ferrat n'ait jamais été membre du Parti communiste français, il fut dans les années 1960 l'un de ses compagnons de route les plus ardents. Il chantait lors des grèves, se tenait aux côtés des ouvriers et mettait en musique la poésie révolutionnaire de Louis Aragon. Il croyait à la justice, à la résistance, à l'utopie. Puis vint Prague, en 1968. Les chars soviétiques écrasèrent le printemps tchécoslovaque. Et Ferrat fit ce que peu, à gauche, osèrent faire. Il condamna l'intervention. Sa chanson « Camarades » marqua une rupture, non pas avec l'idéal, mais avec ceux qui prétendaient en être les gardiens. Il chanta non pas la colère, mais la tristesse. « Je ne chante plus pour toi, camarade ». Ce fut une cassure. Une partie de la gauche se retourna contre lui. On le traita de traître, de révisionniste, de libéral. D'autres se contentèrent de se taire. Plus tard, en 1980, sa chanson « Bilan » attaqua de nouveau le PCF, cette fois pour son incapacité à reconnaître les crimes soviétiques. Les blessures de sa propre jeunesse, la mort de son père, l'empêchèrent de fermer les yeux.
Ferrat n'a jamais abandonné la gauche, mais il cessa de croire aux lignes de parti. Et il n'oublia jamais les camarades qu'il avait abandonnés pour avoir dit des vérités qui dérangeaient, les médias, un miroir qui mentait, la relation de Jean Ferrat avec la presse française, qu'il s'agisse des grands médias audiovisuels ou de la presse écrite des années 1960 aux années 1990, fut marquée par une méfiance réciproque, un fossé idéologique profond et une exclusion répétée. Il fut largement critiqué dans les milieux médiatiques pour ses positions politiques inébranlables, son refus d'adoucir son message pour séduire le grand public et son rejet des obligations promotionnelles qui accompagnaient l'industrie du disque. Dans de nombreuses interviews, des journalistes le qualifièrent de trop austère, trop doctrinaire ou trop idéologique, en particulier dans les médias de centre droit ou prétendument apolitiques comme Le Figaro, RTL ou certains services de l'ORTF. Contrairement à des contemporains tels que Serge Gainsbourg ou Claude François, choyés par les émissions de variété et les radios commerciales, Ferrat refusait de dissocier art et engagement. Cela le plaça en porte-à-faux avec un paysage médiatique qui valorisait de plus en plus le divertissement au détriment des convictions. Dans les années 1960 et 1970, les grandes plateformes télévisées l'écartèrent fréquemment en raison du caractère explicitement politique de ses textes. Cela concerna aussi bien l'ORTF que, plus tard, Antenne 2, où s'exerçait un filtrage idéologique sous pression des autorités politiques. Les chansons de Ferrat, notamment Potemkin, Ma France et Un air de liberté, furent soit officiellement interdites d'antenne, soit coupées de ses prestations télévisées, malgré une popularité croissante auprès du public. La justification invoquée parlait souvent de neutralité politique ou d'équilibre éditorial, mais dans les faits, il s'agissait d'une censure institutionnelle visant les contenus de gauche. Dans la presse écrite, Ferrat fit rarement l'objet de portraits fouillés dans les grands magazines comme Paris Match ou Le Point, sauf en cas de polémique. Des publications culturelles comme Télérama ou L'Humanité Dimanche lui étaient plus favorables, mais leur diffusion restait marginale comparée à celle des médias dominants auxquels Ferrat se méfiait ouvertement. Sa production fut souvent rangée dans la catégorie « chansons militantes » et traitée comme dépassée ou périphérique à une époque de plus en plus dominée par le consumérisme et la pop culture orientée marché. Dans une interview de 1988 avec Jean-Louis Foulquier sur France Inter, Ferrat exprima frontalement sa frustration. « Si on ne m'invite pas à cause de mes idées, soit, mais qu'on ne prétende pas que je n'existe plus, qu'on le dise clairement, mes convictions vous dérangent. » Il continua en dénonçant les doubles standards des médias, où des artistes de droite ou apolitiques recevaient une couverture massive, tandis que ceux qui évoquaient la lutte des classes, les crimes de guerre ou la censure étaient écartés sous prétexte d'éviter les divisions. Ferrat pensait que certains médias appliquaient volontairement une politique de marginalisation invisible, non pas une interdiction frontale, mais une exclusion discrète des articles, des émissions spéciales ou des débats publics. Il décrivait cela dans des notes privées comme une ignorance calculée, une forme de censure qu'il estimait plus insidieuse encore que l'interdiction explicite. Dans un rare commentaire public, publié en 1991 dans le livret rétrospectif de la compilation Ferrat 61 à 91, il écrivit « Il y a ceux qui m'ignorent et ceux qui m'annulent. Dans les deux cas, ils pensent pouvoir me faire taire. Ils se trompent. » Cette phrase devint emblématique de ces dernières années, durant lesquelles il cessa presque totalement de participer aux grands entretiens médiatiques. Il refusa les invitations à des émissions phares comme Champs-Élysées, Le Grand Échiquier ou Sacrée Soirée, craignant que sa musique soit décontextualisée ou que l'on exige de lui un adoucissement de ses positions pour répondre aux attentes du marché. De plus, Ferrat fut souvent ignoré lors de grandes rétrospectives nationales sur la chanson française. Lorsque France 2 diffusa en 1990 son émission spéciale
les grandes voix de la chanson française. Ferrat, pourtant figure majeure aux côtés de Brel, Brassens et Ferré, ne fut ni invité à chanter, ni mis en avant dans la campagne promotionnelle. Selon des sources citées par le Nouvel Observateur, la direction craignait de politiser l'émission. Cette mise à l'écart suscita de vives critiques. L'écrivain Jean-Claude Guillebeau déclara dans La Vie « Omettre Ferrat du panthéon de la chanson française, c'est effacer un demi-siècle de résistance poétique. » Malgré ses affronts répétés, Ferrat resta fidèle à lui-même. Il refusa de modifier son image ou d'apaiser les gatekeepers. Il sortit ses albums via des circuits indépendants et construisit un public direct, largement indifférent au cycle médiatique parisien. À la fin des années 1990, Jean Ferrat s'était pratiquement retiré des médias nationaux, préférant répondre à quelques entretiens dans l'Humanité, participer à de longues émissions sur France Culture et cultiver une base fidèle, notamment en Ardèche. En somme, la relation conflictuelle de Ferrat avec la presse n'était ni un malentendu ni une question de caractère. C'était l'expression d'un affrontement idéologique profond entre un artiste attaché à la vérité et à la mémoire historique, et un univers médiatique de plus en plus guidé par le divertissement, le consensus et l'évitement du conflit. Les camarades qui se sont tus. Certaines trahisons ne furent jamais publiques. Après sa rupture avec le PCF, après ses critiques des crimes soviétiques, après sa défense de la vérité historique dans des chansons comme Nuit et brouillard ou Potemkin, Ferrat commença à remarquer que d'anciens camarades l'évitaient. Des écrivains qu'il admirait autrefois, des artistes avec lesquels il avait chanté, des intellectuels qui, jadis, acclamaient ses paroles. Dans des carnets retrouvés après sa mort, quelques lignes ressortent. L'un a tourné le dos pour une récompense, un autre pour une invitation, tous pour le silence. Il ne les a jamais nommés, mais la blessure était réelle, et il ne leur pardonna jamais d'avoir choisi le confort plutôt que la conscience. Au bout du compte, Jean Ferrat est resté fidèle à lui-même, refusant de pardonner ce qui, selon lui, ne devait jamais être oublié. Par ses textes, ses choix et ses silences, il a tracé une ligne que même la mort n'a pas effacée. Et vous, qu'en pensez-vous? Avait-il raison de dénoncer Jean d'Ormesson aussi ouvertement? Aurait-il dû accepter davantage d'apparitions médiatiques? Ou son retrait faisait-il partie de son message? L'État français l'a-t-il trahi en ne lui accordant aucun hommage national? Partagez votre avis ci-dessous, et si l'héritage de Ferrat vous touche, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues d'artistes qui n'ont jamais renoncé à leurs convictions.